Merci, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. C'est vrai que sur le sujet, on pouvait attendre beaucoup de nos frères africains. Mais bon, on va peut-être, on espère les avoir dans les heures à venir. Alors, donc déjà, il faudrait que j'explique un peu l'idée de créer ce type de rencontre. Ce que j'avais moi au départ, c'était qu'il y a beaucoup d'associations à Nice qui font tout ce qui est social. Bon, j'étais un ancien président de l'association des Congolais des Alpes-Maritimes et je suis parti de là et je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'intervenir, de sensibiliser nos frères sur les situations de l'Afrique. Donc le premier sujet, c'est l'idée d'arriver sur le franc CFA. Donc j'avais souhaité dans les jours à venir qu'on organise des journées de rencontres. C'est-à-dire qu'une fois ou deux fois dans le mois, qu'on essaie de parler de la politique africaine, tout ce qui se passe en Afrique. Parce que généralement, ce qui se passe en Afrique, nous étant ici, on a des informations, mais il se pourrait que ce n'est pas des informations exactes. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Ce qui se passe au Gabon, par exemple, à travers les médias, j'ai eu une information. Mais si c'est un Gabonais qui m'explique, c'est peut-être la vision est autre. Donc, j'avais suggéré à Hervé si on pouvait éventuellement créer un truc comme ça. Hervé m'a dit, Thierry, pourquoi pas? D'autant qu'ils ont une association, j'ai même oublié, c'est le Club de la Diversité. Le Club de la Diversité. Je pense que là, les thèmes sont on peut avoir des thèmes, divers thèmes à pouvoir mettre en place pour essayer de réunir des gens et puis de les informer, notamment sur diverses situations, que ce soit ici comme en Afrique. Donc, bon, Hervé, c'est un frère de longue date maintenant, parce qu'on a fait plein de choses avec lui, donc c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble pour commencer aujourd'hui sur le franc CFA. Peut-être que demain, ça serait un autre sujet que nous allons vous proposer, que vous aussi, vous pourrez éventuellement nous proposer, pour qu'on arrive à échanger et à faire des propositions. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste là, qu'on sorte d'ici, qu'il n'y a pas de propositions. Mais ce qu'on attend de vous aussi, qu'il y ait des propositions, qu'il y ait des échanges entre vous et nous, quoi. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais peut-être passer le micro à Hervé. Et puis, alors, juste une information. Donc, l'idée du CFA, à l'heure actuelle, fait qu'on en parle. On en parle beaucoup sur le continent, vous le savez bien. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise un peu bien le sujet. C'est pour ça que Babacar Ba est présent pour essayer de nous édifier. Nous, techniquement, on ne sait pas vraiment comment cette monnaie aura comme, si on ne l'utilise pas, qu'est-ce que ça pourra jouer dans l'économie de notre pays. Donc, vous aurez peut-être le temps de pouvoir poser des questions et puis repartir avec plusieurs idées, quoi. Voilà, Hervé. Je te remercie, Thierry. Bonsoir à tous. Comme l'a si bien précisé Thierry, voilà, donc l'idée de cette conférence, en fait, moi j'élargis un peu, parce que le Club de la Diversité que je représente regroupe en fait des entrepreneurs, et des sympathisants français qui vivent ici comme en Afrique. Voilà. Donc le but de cette conférence, et la conférence à venir bien entendu, ne va pas s'articuler qu'autour de la politique africaine. Parce qu'il faut déjà qu'on remarque que nous vivons ici aussi. On a choisi pour terme le franc CFA parce que bon, c'était un peu d'actualité. Voilà. Donc les conférences à venir vont s'articuler aussi sur différents thèmes, que ce soit les thèmes ici, social, économique, voilà, parce que
Notre club, qui est aussi un club d'entrepreneurs, d'échanges. Donc, on va plus aussi parler de diverses actualités. Donc, les propositions viendront de vous. On ne va pas prendre l'initiative. On va vous demander à chaque fois sur quel sujet vous voulez qu'on débatte. Donc, les propositions viendront de vous. Donc, ça sera, on vous approchera très très prochainement pour justement travailler là-dessus. Bon. Comme l'a si bien dit Thierry, donc on a commencé par cette conférence, le thème le franc CFA. On a invité notre cher frère Babacar, qui est quand même un spécialiste du franc. Donc, ça va s'articuler sur 3 points. D'abord, l'origine de CFA, du franc CFA, l'utilisation du CFA, et le dernier point, les perspectives du CFA. Donc, je ne vais pas tarder, je vais laisser la parole à notre cher frère Babacar pour commencer la conférence. Et je vous remercie. Merci. Avec celui-là, vous continuez. D'accord. Merci. Monsieur le Président. Ça va? Voilà. Merci. Monsieur le Président, merci. Peut-être que je vais prendre celui-là, je pense. Oui. Ouais. Merci beaucoup, cher Président, chers frères. Merci à notre ami Thierry pour cette belle introduction. Président, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation que vous m'avez faite, en tout cas cette belle opportunité à moi offerte pour venir échanger avec les amis, les frères, nos amis aussi français sur ce sujet crucial du franc CFA, comme vous le savez, qui mobilise aujourd'hui les opinions publiques africaines. Donc je voudrais vous remercier, rendre un vibrant hommage aussi à l'association, puisque à travers le nom de votre association, la diversité en mouvement, vous faites vivre la République, puisque la République c'est aussi la diversité. Moi je suis de ceux qui pensent que la France gagne dans la diversité, puisque le vivre ensemble, le vivre collectif, c'est aussi cela, puisque une nation se définit comme un groupe d'individus basés sur un territoire donné et qui se sentent liés les uns aux autres par des liens de nature historique, religieuse, ethnique. Et donc, je voudrais vous féliciter pour le travail formidable que vous faites dans le cadre de cette association. Je vous rends un vibrant hommage. Mais également remercier celle par qui donc, je suis ici. Je veux citer notre fierté continentale, nationale, peut-être sénégalaise, Madame le maire Mati Diouf. Mati, qui m'a mis en relation avec cette belle association. Et Mati est donc adjointe au maire de Nice, en charge du droit des femmes, donc un sujet extrêmement important, et qui aussi fait cette interconnexion avec tous les talents d'ici et d'ailleurs pour qu'on puisse participer aussi bien ici dans la marche de la République française et en apportant aussi nos inputs pour la marche de notre continent. Puisque vous le savez, comme dit souvent Frantz Fanon, comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et donc il est aujourd'hui très louable de voir des enfants d'Afrique, au-delà de nos frontières africaines, de participer à la réflexion pour changer la donne, parce qu'effectivement, la question du franc CFA est une question éminemment technique, mais très politique aussi, pour qu'on puisse fondamentalement rééquilibrer le rapport que nous pensons aujourd'hui inéquitable. Et pour qu'une relation soit durable, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'elle soit juste. Et donc là, je pense qu'au cours des échanges, nous appellerons simplement nos amis français à repenser la relation franco-africaine. Parce qu'aujourd'hui, elle s'essouffle, le précaré français s'efface en Afrique parce qu'il y a énormément de frustration. Donc je pense que c'est le but aussi de ces échanges, pour comment faire pour rééquilibrer le rapport de force, pour qu'on puisse continuer cette relation séculaire franco-africaine, qu'on puisse la repenser, qu'on puisse la rendre beaucoup plus juste. Donc ça, c'est un enjeu de développement. Donc merci, Président, pour cette opportunité en tout cas. Et comme vous le savez, le franc CFA, donc comme son nom l'indique, est aujourd'hui une monnaie pour 14 pays africains. Alors, vous m'avez demandé, le conseil d'administration de l'association a fixé 3 points que j'aurai l'insigne honneur de développer. J'essaierai en tout cas d'y apporter ma modeste contribution sur d'abord l'historique de cette monnaie, puis
avantages et inconvénients. Certainement, ceux qui attendront beaucoup d'avantages de ma part seront déçus, puisque moi je suis de ceux qui pensent que le franc CFA est un frein systématique pour nos économies africaines. Nous démontrerons pourquoi. Et sur les perspectives, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire que ça ne marche pas, parce que tout le monde sait que ça ne marche pas, mais qu'est-ce que nous devons faire? Donc, les perspectives. Donc, c'est le 26 décembre 1945 qu'est né le franc CFA. C'était le jour où la France ratifiait les accords de Bretton Woods. Donc, on était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était ce jour-là que la France procédait à la première déclaration de parité au niveau du Fonds monétaire international du franc CFA. À l'époque, il s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. Puis vous savez que l'autodétermination est arrivée, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été théorisé auprès des Nations Unies, et donc l'indépendance, la vague de décolonisation est arrivée, les années 60, donc il fallait changer un peu la sémantique. Donc la sémantique a évolué, ça, pour les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA, ça s'appelle franc de la communauté financière africaine pour la zone BCEAO, et pour la zone Afrique centrale, donc la sémantique a évolué et ça s'est appelé franc de la coopération africaine des pays d'Afrique centrale. Donc nous avons le franc CFA, donc XOF pour l'Afrique de l'Ouest, XAF pour l'Afrique centrale et la troisième banque centrale qui est la Banque centrale des Comores, la BCC. Et ces trois banques centrales constituent donc le système du franc CFA. Donc au total, à peu près 14 pays qui aujourd'hui utilisent le franc CFA, dont presque tous des pays francophones, peut-être à l'exception de la Guinée-Bissau, et qui font partie aussi de cette belle organisation qu'on appelle la francophonie. Je voudrais encore rendre un hommage, puisque Mati est en charge aussi des questions de la francophonie. Donc voilà à peu près l'historique du franc CFA. Donc ce qu'il faut peut-être retenir à l'époque, c'était, on était en 45. Je voudrais aussi rendre hommage, puisque nous sommes aujourd'hui le 11 novembre. Je pense que c'est pour la Grande Guerre, la Première Guerre. En 1945, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe préparait le plan Marshall, puisque les États-Unis avaient lancé le plan Marshall. La France sortait très affaiblie de la Seconde Guerre mondiale, parce que rappelez-vous, la France était sous occupation, l'économie française déstructurée, donc il fallait trouver aussi, auprès des colonies, les moyens de continuer autrement. Il fallait trouver auprès des colonies une stratégie pour pouvoir renforcer et participer à la construction de la puissance métropole de la France. Et donc, voilà aussi une idée qui sous-tendait le franc CFA, que nous disons aujourd'hui être toujours un outil de continuation de la colonisation par d'autres moyens. Mais, comme nous disons souvent, puisque le débat est très chaud, les opinions publiques africaines se mobilisent, les jeunesses africaines sont mobilisées, nos dirigeants politiques font le sourd, ne veulent pas en parler, mais ce débat, encore une fois, est un débat éminemment politique et très technique et mérite d'être mené avec responsabilité. Donc, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire dans le cadre de ce débat, mais nous devons le mener, ce n'est pas un débat identitaire, c'est un débat technique, c'est un débat politique, c'est un débat économique, tout simplement, de l'autodétermination, de définir notre politique monétaire. Et là, je vais donc clôturer cette phase d'historique du franc CFA pour expliquer maintenant concrètement pourquoi nous disons, nous, aujourd'hui, que le franc CFA est systématiquement contre le développement de nos pays à travers la structuration même du franc CFA. Parce que la monnaie, comme vous le savez, est extrêmement importante et la monnaie joue principalement deux grands rôles. La monnaie est un instrument d'échange, donc c'est un moyen de paiement qui permet soit d'échanger des biens ou de libérer une dette, donc avec un pouvoir libératoire, soit d'échanger des biens ou d'éteindre une dette. Et la monnaie joue un second rôle, c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire que si on dit qu'une personne est riche à X millions d'euros, c'est une réserve de valeur. C'est parce qu'il a de la monnaie quelque part à la banque. Donc, battre monnaie fait partie des attributs de souveraineté. Et la souveraineté peut être définie sous plusieurs angles. D'un point de vue international, la souveraineté veut dire la capacité d'avoir une armée, d'avoir une diplomatie, d'accréditer des ambassadeurs qui vont aller représenter le pays.
La souveraineté d'un point de vue intérieur pour un État, c'est ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire la capacité d'avoir une armée, une police, une gendarmerie, des cours, des tribunaux, ce qu'on appelle la violence légitime pour un État. Et la souveraineté économique et financière, qui est simplement la capacité de battre monnaie et de contrôler ses marchés financiers at the end of the day. Parce qu'aujourd'hui, la Banque de France qui définit, la Banque centrale européenne maintenant depuis peu, qui définit la politique monétaire de la zone euro. Et donc, battre monnaie fait partie des attributs de souveraineté. Et c'est pourquoi nous disons déjà fondamentalement que nous avons un problème puisque nous ne battons pas notre propre monnaie. Maintenant, quand on rentre techniquement dans la structuration du franc CFA, il y a 4 principes qui sous-tendent le franc CFA. 4. Le premier principe, c'est le principe de la fixité, de la parité par rapport à la monnaie encre, par rapport à l'euro. Un euro égale 655,957 francs CFA. Donc XOF, XAF et je pense 400 et quelques francs comoriens pour la BCC. Donc ça c'est le premier principe. Quel que soit ce qui va se passer, 1 euro égale 655,957 francs CFA. Et nous démontrerons tout à l'heure pourquoi c'est un facteur extrêmement bloquant puisque ça ne nous permet pas de faire face aux chocs extérieurs, aux chocs asymétriques, comme la baisse du prix du pétrole, par exemple. Parce que nous sommes dans un monde très changeant. Premier problème. Premier principe, c'est la fixité. Le deuxième principe du franc CFA, c'est la libre transférabilité des fonds. La libre transférabilité qui permet de transférer librement les fonds dans la zone. Et cette libre transférabilité par rapport à l'euro est un phénomène extrêmement dangereux pour nos petites économies et c'est les Nations Unies, la SLUCET, qui a démontré que cette libre transférabilité facilite des détournements de fonds. Et ça aussi, nous allons le démontrer. Le troisième principe du franc CFA de fonctionnement, c'est la convertibilité illimitée du trésor français. Et nous démontrerons également que cette convertibilité-là, elle est virtuelle, elle est fausse. Totalement. Et le quatrième principe, c'est la centralisation des réserves. Centralisation à 2 niveaux. D'abord, centralisation auprès des banques centrales, des réserves de change, c'est-à-dire que la Banque centrale, BCAO en Afrique de l'Ouest, centralise les réserves de change des pays. La BCC, la BAC, la Banque centrale, la Banque centrale en Afrique centrale, centralise les réserves des pays de la zone. Et la BCC centralise les réserves de change. Donc, premier niveau de centralisation auprès des banques centrales. Et deuxième niveau, ces banques centrales vont centraliser les réserves de change auprès du compte d'opération ouvert sur les livres du Trésor français qui stipule que ces banques centrales doivent déposer 50% de leurs avoirs extérieurs sur ce compte d'opération du Trésor français pour qu'on puisse continuer la garantie de la convertibilité illimitée. Ça veut dire que quand les pays de la zone CFA vendent 100, les 50 sont bloqués sur un compte d'opération du Trésor français. Donc ça, c'est le quatrième principe. Et je rappelle que nous avons simplement cette relation avec le Trésor français et pas avec la Banque centrale européenne. Parce que depuis quand même 1999, je pense que l'euro est en vigueur et les pays de la zone franc ne discutent toujours pas avec l'euro, mais toujours avec le Trésor français. Donc voilà, aujourd'hui, les 4 principes qui sous-tendent le fonctionnement du franc CFA. Et donc, nous allons, point par point, démontrer aujourd'hui pourquoi c'est un facteur bloquant. Naturellement, les gens qui défendent aujourd'hui le franc CFA nous parleront, et continuent de parler encore, de cette garantie de maîtrise de l'inflation avec la parité fixe que nous avons avec l'euro. Mais nous savons tous que nous avons besoin par moment d'inflation pour booster l'investissement dans un pays. Et de toute façon, les pays qui étaient dans le franc CFA, comme le Maroc, et qui sont sortis, émergent beaucoup plus que les pays de la zone franc. Le dernier rapport qui est sorti, les 10 premiers pays africains, les 10 pays les plus riches en Afrique, il n'y a aucun pays de la zone franc. D'autres diront parce que les pays ne produisent pas de pétrole. La réalité, ce n'est pas ça. Aussi bien la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Cameroun produisent du pétrole. La Côte d'Ivoire est exportateur mondial de cacao. Le Gabon est premier exportateur mondial de bois. Le Cameroun, et pourtant, on n'émerge pas. Donc, ça veut dire qu'on a un problème et nous ne pouvons pas faire l'économie de cette réflexion. Et ça, nous disons à nos amis français que nous devons repenser la relation pour qu'elle soit beaucoup plus durable. Parce que sinon, c'est la Chine qui continue d'effacer le précaré français. Malheureusement,
en ne respectant pas les conditions environnementales, la responsabilité sociale. Donc tous ces problèmes, puisque nos pays sont très faibles face à ce géant chinois. Et donc nous devons réfléchir. Nous sommes, nous, en Afrique, ce qu'on appelle des économies de marché. Dans le cadre d'une économie de marché, on part du principe que ce sont les ventes qui financent les achats. Si je prends le cas du Sénégal, le Sénégal va vendre son poisson, va vendre ses produits, et avec son arachide, et avec cet argent-là, le Sénégal achète. Et nos balances commerciales sont déficitaires depuis très longtemps, parce que nous importons plus que nous n'exportons. Ça veut dire que nous sommes en déficit commercial permanent. Donc, dans une économie de marché, pour qu'une monnaie, une zone monétaire optimale, au sens où l'avait théorisé Mundell. Mundell, c'est l'économiste canadien qui est le père fondateur de l'euro, qui a théorisé l'euro. Il dit que pour qu'une zone monétaire soit optimale, il faut qu'il y ait circulation des facteurs de production, dont le facteur travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le cas en euro. Au-delà des critères de convergence, les gens peuvent quitter Paris pour aller travailler à Bruxelles ou aller travailler à Amsterdam sur le même niveau, sur le même standard. Parce que le travail, on le fait circuler. Il n'y a pas de travail à Bruxelles. Les grandes entreprises peuvent délocaliser, aller créer du travail là-bas à Bruxelles. Nous, dans notre zone, la zone monétaire, elle n'est pas optimale, puisqu'il n'y a pas de travail au Niger, il y a du travail à Abidjan, et il n'y a pas la circulation du facteur travail. Alors, quand il n'y a pas la circulation du facteur travail, ce qui nous permet de faire face, c'est d'avoir une zone monétaire optimale, c'est d'avoir la possibilité de jouer sur notre taux de change pour faire face aux chocs extérieurs. Ce que je disais tout à l'heure. La parité fixe euro-CFA ne permet pas à nos pays de réagir aux chocs extérieurs. Il y a ce qu'on appelle les chocs extérieurs, par exemple, la baisse du prix du pétrole. Par exemple, le Tchad aujourd'hui s'active beaucoup, parce que Déby se rend compte qu'il perd beaucoup de ressources. Maintenant, il tape sur la table. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand les prix, c'est-à-dire si le prix du pétrole est à $100 et que demain il se retrouve à $50, le pays qui gagnait 1000 se retrouve à gagner 500. Qu'est-ce qui se passe? Donc le pays doit jouer sur son taux de change, d'évaluer pour relancer ses entreprises en termes de compétitivité. C'est ce que fait le Nigeria, c'est ce que fait la Chine. Ils ont une monnaie qui flotte, une monnaie locale, qu'ils peuvent dévaluer pour relancer leurs entreprises en termes de compétitivité. Donc si on prend le cas très simple, vous avez un smartphone. Le franc CFA, depuis 1945, n'a jamais été mis à jour. C'est comme si vous avez un smartphone, vous savez que chaque 2 mois, les applications, on vous dit qu'il y a une mise à jour. Il faut mettre à jour, parce qu'on est dans un monde changeant, qui fluctue. Donc, imaginez un monde qui est en perpétuelle mutation. Depuis 1945, le système du franc CFA n'a jamais changé. La garantie est fixe. Que le pétrole baisse, c'est la même chose. Que le pétrole augmente, c'est la même chose. Quand il y a des chocs intérieurs comme des inondations, comme la menace acridienne par exemple au Sénégal, on ne peut pas faire face. Alors que la monnaie permet, le taux de change permet de dévaluer pour relancer la compétitivité. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2017, l'euro s'est apprécié de 14% par rapport au dollar américain. 14%. Ça veut dire que concrètement, si un produit européen coûte 100 €, si 1 euro égale 1,25 $, le consommateur américain doit débourser 125 $ pour avoir l'équivalent de 100 € pour acheter un produit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'euro monte, c'est-à-dire que si l'euro passe à 1,30 $, le consommateur américain va sortir 130 $ pour avoir 100 €. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le même produit chinois qui coûte 100 $, il va acheter le produit chinois parce qu'il aura plus de pouvoir d'achat pour acheter un produit non européen. Et ça fait que plus l'euro s'apprécie par rapport au dollar, plus les entreprises européennes perdent en compétitivité. Et nos amis qui sont là-bas sous les tropiques, qui n'ont absolument rien à voir avec l'euro, figurez-vous que quand l'euro s'apprécie, les produits des pays de la zone franc aussi perdent en compétitivité puisque notre monnaie est arrimée. C'est-à-dire que l'Américain qui sortait 100 € pour acheter les mêmes produits CFA, qui fait 65 000 francs, va sortir 130 $. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va acheter le produit de notre pays. Et c'est ça, concrètement, qui fait que
la parité ne nous arrange pas et l'appréciation de l'euro permanente par rapport au dollar est extrêmement bloquant pour nous. Et vous savez que la Banque fédérale, la Réserve fédérale américaine, eux, ils créent de la monnaie, ils dévaluent le dollar, la Chine fait la même chose, ils maintiennent un taux très faible, un dollar faible pour relancer les entreprises américaines en termes de compétitivité. Nous, même quand la Banque centrale européenne arrive à un taux directeur de 0%, chez nous, nous sommes encore à 4,5% de taux directeur. Ça fait que emprunter coûte très cher, nos entreprises, nos banques ne financent pas l'économie. Donc voilà un enjeu de taille qui fait que la fixité de la parité dans un monde en perpétuelle mutation nous bloque, alors que si on avait un taux de change flottant, ou bien si on arrimait notre monnaie sur un panier de devises, parce que nous militons pour ça, en attendant la mise en place de la monnaie commune, nous devons renégocier le dispositif institutionnel de la parité. C'est-à-dire que nous devons renégocier pour arrimer le franc CFA sur un panier de devises. Donc, le faire flotter. On pourra l'arrimer sur le dollar, sur le yuan, sur le yen et sur l'euro. Et ça fait qu'on aura la possibilité de jouer et de pouvoir faire face aux chocs extérieurs, de relancer nos entreprises en termes de compétitivité. Donc, premier problème principal, la parité fixe est extrêmement bloquant pour nos faibles économies, qui sont des économies de marché, qui sont déficitaires. Et donc, vous savez aussi, l'autre grand débat, c'est le service de la dette, qui est extrêmement lourd aujourd'hui. Et nous pensons que les 50% de nos réserves bloquées au niveau du Trésor français auraient permis de payer et de mieux payer le service de la dette. Tout simplement, puisque le service de la dette, aujourd'hui, si je prends le cas du Sénégal, l'encours de la dette du Sénégal est à 61% de notre PIB, ce qui est beaucoup. Au titre de l'année 2018, nous allons rembourser 840 milliards, dont 221 milliards de francs CFA d'intérêts. Et donc, on va encore emprunter pour payer la dette. Et donc, comme disent nos amis d'Amérique latine, la deuda est impagable si on continue comme ça. La dette ne sera pas payable. Donc, premier problème, la fixité de cette parité est extrêmement bloquant et nous devons renégocier ce système en attendant la mise en place de notre monnaie commune. Sur le deuxième principe du fonctionnement du franc CFA, la libre transférabilité des fonds. C'est la SNUCED, la Commission des Nations Unies pour le Développement, qui a fait un rapport pour dire que des indépendances à aujourd'hui, plus de 500 milliards de dollars, il y a une fuite de capitaux de plus de 500 milliards de dollars des pays du Sud vers les pays du Nord. Et cela a été facilité par la libre transférabilité des fonds. Ça veut dire que vous prenez tout de suite 1 milliard de francs CFA pour les transférer en X euros. Ça ne passe pas sur un marché intermédiaire. Si on n'avait pas ce principe de libre transférabilité, comme si on prend le cas de la Banque centrale de Tunisie, la Banque centrale contrôle l'entrée et les sorties, la masse monétaire. C'est important, la masse monétaire, de contrôler la sortie des devises, la masse monétaire, pour réguler les questions d'inflation et les questions de déflation. Donc, la libre transférabilité fait que très souvent, nos dirigeants qui détournent nos fonds, c'est le débat, aujourd'hui il est bien mal acquis, vous avez tout de suite 10 milliards de francs CFA, vous appelez votre banque, la libre transférabilité fait que ces 10 milliards divisés par 655,957, on vous dit que c'est en euros. Et l'opération peut être faite sans passer par des intermédiaires. Et ça facilite les détournements de fonds depuis les indépendances, selon toujours la Commission des Nations Unies pour le Développement, la SNUCED. Parce que ça, ce n'est pas un rapport que nous avons fait, c'est la SNUCED qui parle. Donc la libre transférabilité est extrêmement dangereuse pour nos petites économies qui ont besoin de mieux contrôler nos masses monétaires. Troisième principe, la convertibilité illimitée. Elle est fausse, elle est virtuelle. C'est très simple. Quand vous avez 10 000 francs CFA, vous quittez Abidjan, chez mon frère Hervé, vous arrivez à Yaoundé, vous ne pouvez pas utiliser les 10 000 francs CFA en zone XAF. Pourtant, c'est le même franc CFA. Parce qu'en Afrique centrale, c'est du XAF, en Afrique de l'Ouest, c'est du XOF. Alors pourquoi? Pourtant, dans les pays qui ont l'euro, vous allez au Danemark, vous allez au Liechtenstein, vous allez en Suède, vous venez en France, c'est le même euro. Mais quel est l'impact? C'est sur le commerce. Parce qu'il faut savoir que le commerce intra-africain est extrêmement faible, c'est 11%. Donc, le fait que nos économies ne sont pas intégrées, la monnaie entre ces différentes zones pas convertible, fait que les entreprises, une entreprise ivoirienne qui va vendre
au Cameroun est obligé d'acheter des devises avant de pouvoir vendre. Donc on fait tout pour bloquer le commerce intra-africain. Il est de 11%, ce qui est extrêmement faible. Ce sont des milliards de dollars qui sont échangés chaque année dans nos zones. Et la majorité, c'est que 11% le commerce que nous faisons entre nous. Parce que notre monnaie n'est pas convertible. Donc si on permettait aujourd'hui, si les 14 pays utilisent le franc CFA, vous prenez 10 000, vous allez jusqu'au Comores, vous pouvez les vendre, là ça faciliterait le commerce intra-africain. Mais la convertibilité, elle est fausse. Elle est totalement fausse. Et mieux encore, si vous prenez 10 000 francs CFA, moi j'en ai beaucoup chez moi, vous arrivez en France, mais vous rentrez dans les banques ou dans les bureaux de change, ils ne connaissent même pas la monnaie. Est-ce que vous pensez normal qu'une monnaie garantie par le Trésor français depuis 1945 ne soit pas convertible dans les banques en France? Donc voilà concrètement la réalité. Prenez 10 000 francs CFA, vous arrivez dans une banque française ou dans un bureau de change en France, les gens ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Alors que la logique voudrait quand même que le pays qui garantit cette monnaie, que cette monnaie soit au moins convertible ici. Ce qui veut dire que donc on aurait pu faciliter aussi les échanges, parce que ce qui sous-tend la monnaie, c'est qu'au-delà des débats politiques, c'est l'activité commerciale. Les entreprises, donc du coup, on va commercer avec les autres beaucoup plus qu'entre nous. Aujourd'hui, tout ce qu'on achète en Chine ou dans les pays du Nord existe au Nigeria. Le Sénégal, c'est 2 postes d'importation, c'est des produits pétroliers. Ça existe au Nigeria. On peut acheter du pétrole au Nigeria et des produits pétroliers. C'est ce qu'on achète, plus de riz. Le riz, c'est notre 3e poste d'importation. Alors, nos économies ne sont pas imbriquées, on ne nous permet pas de commercer. Donc, et la monnaie, parce qu'une monnaie commune, la première vocation d'une monnaie commune, c'est de faciliter les échanges, de supprimer les barrières douanières et les barrières de change. C'est-à-dire que si on a une monnaie qui est fonctionnelle dans 20 pays, on peut aller circuler dans 20 pays sans pour autant faire du change. Et ça, c'est la première vocation, c'est de faciliter les échanges. Alors que nous avons une monnaie, 14 pays, on a ici, on dit c'est XAF, là-bas c'est XOF, et là-bas c'est Banque Centrale des Comores. Donc, vous quittez Abidjan, vous rentrez au Cameroun, votre franc CFA, vous mettez dans la poche, personne ne vous le prend. Et ça freine le développement du commerce intra-africain. 4e problème, la centralisation des réserves. Alors, ça, je pense que ça va de source. Je pense d'ailleurs que les autorités françaises, les nouvelles autorités françaises ont quand même dit qu'il appartient maintenant aux États africains d'en faire la demande. Parce que nous pensons aujourd'hui que c'est insensé que nos banques centrales bloquent 50% de nos avoirs extérieurs sur le compte d'opération du Trésor français. C'est just a nonsense, sincèrement. Parce que ces montants-là peuvent servir à financer le développement de l'Afrique. Ces montants-là qui sont bloqués sur le compte d'opération français peuvent servir à payer la dette. Ces montants-là peuvent servir à financer nos économies là-bas. Alors, nous devons donc discuter, devons évoluer. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas ex nihilo, parce que la question est très technique, c'est très sérieux. On ne peut pas engager nos populations dans des combats identitaires pour dire on ne vaut plus du franc CFA et puis après le lendemain on se retrouve dans le chaos. Donc c'est un processus. Moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut d'abord qu'on rediscute le dispositif institutionnel, l'arrimage. D'abord, il faut qu'on ouvre et qu'on arrime le franc CFA sur un panier de devises, qu'on le fasse flotter pour qu'on puisse jouer, faire face aux chocs extérieurs. Maintenant la garantie, les fonds qui sont bloqués, et ça aussi, on doit le discuter, puisque moi, je ne pense pas que aujourd'hui la France de l'euro aille garantir, prendre le réservoir extérieur et le bloquer au niveau de la réserve fédérale américaine. C'est un non-sens. Donc, nous pouvons toujours continuer sur cette garantie, mais quand même que la totalité de nos avoirs extérieurs soit libérée et qu'on puisse accélérer nos efforts de développement. Parce que le service de la dette ralentit nos nombreux efforts de développement. Et encore une fois, les clubs de Paris, échelonnement, rééchelonnement de la dette, tous ces dispositifs n'ont pas réussi aujourd'hui à régler le problème. Puisque la dette, elle est là, on emprunte encore pour payer la dette et on continue de s'endetter et on est dans un cercle vicieux et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Alors, c'est Mitterrand qui disait que gouverner, ce n'est pas plaire. C'est prendre le risque de changer le cours de l'histoire et d'en assumer les conséquences. Le général de Gaulle, qui est, je pense, un des hommes politiques les plus respectés de ce pays, disait que les grands pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc nous sommes d'accord
Sauf que donc, c'est à nous aussi de défendre les intérêts des populations africaines. Et c'est là, je pense, les perspectives, les pistes de perspective sur lesquelles nous devons réfléchir en toute responsabilité pour regarder comment faire pour permettre à l'Afrique de se redresser, pour que l'Afrique devienne un acteur des relations internationales au lieu d'en être un sujet. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que pour que le monde soit beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, il faut que la relation soit beaucoup plus juste, pour qu'elle soit durable. Et la relation, elle n'est pas juste, et elle est basée sur beaucoup de frustration. Maintenant, il faut aussi qu'on se dise, nous, Africains, que nous avons beaucoup de problèmes entre nous, beaucoup de blocages que nous-mêmes, Africains, nous posons. Parce que je pense que c'est un grand chanteur qui disait que le problème de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Parce que le conservateur Joseph Ndiaye, de la maison des esclaves de Gorée, paix à son âme, disait que si l'esclavage avait duré 3 siècles, c'était grâce à la complicité des chefs locaux. Puisque les esclavagistes, ils n'allaient pas attraper, ils venaient acheter. Et c'est ce qui semble se passer encore aujourd'hui. C'est là, avec la complicité de beaucoup de dirigeants africains, que le système continue. Parce que quand on dirige un pays pendant 30 ou 40 ans et qu'on n'a pas construit une seule unité médicale capable de vous soigner quand vous avez une cataracte, vous prenez l'avion pour aller à l'autre bout du monde, donc forcément, on ne peut pas être fier d'avoir dirigé un pays pendant 40 ans et de ne pas avoir construit une unité médicale capable de vous soigner quand vous êtes malade. Et c'est le cas aujourd'hui dans nos pays. Donc nous devons aussi nous dire que nous avons des antagonismes en Afrique, que je vais ici évoquer rapidement. Vous savez, on a un problème de leadership en Afrique, ce qu'on appelle le Big Five. Le Big Five, c'est le club des 5 grands contributeurs à l'Union africaine. C'est l'Égypte, c'est la Libye, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria et l'Algérie. Alors, le Maroc revient. La grande contradiction africaine, le Maroc. Le Maroc va revenir à l'Union africaine puisque le Maroc a beaucoup frappé aux portes de l'Europe quand l'Europe a dit non, on ne veut pas. Maintenant, le Maroc revient en Afrique avec une stratégie bien définie. Quand il y a Ebola dans quelques pays, le Maroc dit je n'accueille pas la Coupe d'Afrique. Et pourtant, leurs compagnies, leurs banques, leurs assurances continuent de pénétrer nos marchés en Afrique. Quand il s'agit de venir prendre de l'argent, ils prennent de l'argent et très souvent, ils se rebuffent et ils disent ils sont beaucoup plus proches. Donc, pour moi, le Maroc est la contradiction africaine. Et ça aussi, c'est un grand problème. Donc, les 5 grands pays contributeurs se disputent le leadership. Au sommet de Malabo, au dernier sommet de Malabo de l'Union africaine, il avait été acté la création de la Banque africaine d'investissement, le Fonds monétaire africain, puisque il n'y a qu'en Afrique on n'a pas, il y a le Fonds monétaire arabe, donc il n'y a qu'en Afrique où on tarde encore. Donc, il y a eu ces accords qui ont été signés. Et donc, il y avait ce problème de leadership, parce que vous savez, en Afrique de l'Ouest, vous avez le number one, le Nigeria, première puissance africaine, qui dispute le leadership. Quand la Côte d'Ivoire, tête de file de la zone UEMOA, deuxième économie, troisième économie, première économie en zone UEMOA, dit je suis le leader dans les 8 pays de la zone UEMOA. Quand on arrive devant le géant Nigeria, le Nigeria dit nous sommes le leader incontestable. Donc, on a ce genre d'antagonisme. Alors, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Égypte, vous avez l'Algérie, donc on se dispute tout le temps le leadership. Et donc, ce qui a été acté, c'était que pour le Fonds monétaire africain, le capital avait été fixé à, je pense, 22 milliards de dollars et il avait été décidé que chaque pays qui apporte une contribution à hauteur de 3,5% aura un droit d'administrateur au niveau du Fonds monétaire africain. Et donc, ça, c'était ce qu'ils avaient décidé. Et puis, il y avait un agenda pour la monnaie commune africaine. Et avec aussi un agenda graduel par zone. Et par zone, vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des avancées, puisque depuis 20 ans, on parle de l'écho de la monnaie commune africaine, et que l'horizon avait été 2015, puis 2017, puis 2020. Il semble au dernier sommet, je pense au Niger, que le commissaire, le président de la commission a dit que l'horizon 2020 ne pourra pas être respecté, puisqu'on attend encore le Nigeria et le Ghana, qui sont les 2 premières économies quand même de l'ECOWAS, de l'Afrique de l'Ouest, qui ont connu une forte inflation, donc pour pouvoir s'aligner sur les critères de convergence. Donc, il semblerait que l'horizon 2020 ne sera pas encore respecté. Sauf que nous pensons que c'est aux opinions publiques de maintenir la pression pour que les décideurs politiques respectent ces engagements. Parce que comment faire? On sait faire. On sait faire. Donc, ce n'est pas une question de ressources humaines. Ce n'est pas une question de technicité, c'est simplement une question de volonté politique.
Parce que, ce que je dis très souvent, la France et l'Angleterre ont fait la guerre des 100 ans. La France et l'Allemagne ont fait beaucoup de guerres. Et pourtant, ils avaient compris qu'il fallait s'unir pour ne pas disparaître devant l'hégémonie américaine. À défaut de le faire politiquement, ils l'ont fait économiquement. C'est autour de l'acier et du charbon, qui était le motif de leur guerre, que la France et l'Allemagne sont assis autour de la table en 1951 pour créer la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était le point de départ. Avant le traité de Rome de 1957, puis le processus a évolué, Schengen, Maastricht, marché commun, marché unique, jusqu'à arriver à la belle aventure de l'euro. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'il fallait s'unir. À défaut de le faire politiquement, ils l'ont fait économiquement. Et l'Union européenne est la première nation commerçante devant les États-Unis. Ils l'ont fait. Donc nous pensons, nous aussi, que le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont jamais fait de guerre. Le Sénégal et le Mali n'ont jamais fait de guerre. Alors pourquoi ceux qui ont fait des décennies de guerre peuvent s'asseoir ensemble et faire ensemble, et que nous n'avons jamais fait de guerre, on ne peut pas s'asseoir? Je pense que l'Europe des 28, c'est 28 langues. Si ce n'est peut-être la France et la Suisse, ou la France et la Suisse et la Belgique qui parlent français. Mais c'est au moins plus de 25 langues. Et pourtant, ils sont assis. Alors, donc nous, si la francophonie, si le français est cette communauté des pays qui ont en commun l'usage du français, au moins nous avons quand même un ciment qui peut nous permettre de nous asseoir ensemble et de faire. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il est question, c'est de léguer à nos générations futures une Afrique meilleure. L'Afrique est riche, les Africains sont pauvres, parce que c'est ça le paradoxe. Nous savons que c'est le marché de demain, c'est le milliard d'habitants. À l'horizon 2050, ce sera un fait atypique. L'Afrique va doubler sa population en 30 ans. Ça n'a jamais existé dans l'histoire universelle. Nous serons 2 milliards. Nous serons le moteur de la croissance mondiale. Et c'est la zone qui fait le plus de croissance, sauf que la croissance, elle est exportée. Donc les entreprises ne nous appartiennent pas. La monnaie est extrêmement importante. C'est l'article 52 de la Banque centrale, la BCEAO, qui dit que c'est la Banque centrale qui définit la politique monétaire. Et dans la structuration des banques centrales, il y a un administrateur français qui, naturellement, défend les intérêts de la France. On ne peut pas reprocher à la France de défendre ses intérêts. Là encore, il faut que nous soyons très responsables. Chaque pays poursuit ses intérêts. Donc c'est à nous, autres Africains, de travailler à défendre nos intérêts. Donc l'horizon de l'éco, c'était 2020, la monnaie commune en Afrique de l'Ouest, parce que nous pensons qu'il faut d'abord intégrer les zones, parce qu'on a plusieurs zones. Au niveau de l'UMOA, les 8 pays de la zone de l'UMOA, l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, nous avons une intégration depuis au moins 13 ans, donc c'est très avancé, beaucoup plus qu'en Afrique centrale. Donc nous pensons que cette synergie-là avec le géant africain, le Nigeria, le Ghana, parce que c'est les 2 premières économies, puisque la Côte d'Ivoire est la 3e économie, puis le Sénégal, mais en zone UMOA, la Côte d'Ivoire est la première, le Nigeria est premier, en ECOWAS, puis après le Ghana, en termes de PIB, la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons que si on apporte les inputs de la zone UMOA, qui connaît l'intégration depuis au moins une décennie, avec la force et les capacités du Nigeria et du Ghana, nous pouvons déjà arriver à une belle monnaie commune en Afrique de l'Ouest, l'éco, qui pourra inspirer nos amis d'Afrique centrale. Puisque là encore, en Afrique centrale, on a de grands problèmes, d'abord sur la démocratisation, puisque c'est malheureusement l'une des seules zones d'Afrique où on a encore des familles qui sont au pouvoir depuis les indépendances. En Afrique de l'Ouest, on a quand même un peu d'alternance, même si ça ne marche pas. On peut dire que bon, on a connu 4-5 présidents, mais malheureusement, en Afrique centrale, on a toujours une famille qui dirige un pays depuis très longtemps. Donc, voilà. Et donc, ça aussi, il faut qu'on comprenne que ce sont des freins que nous, les Africains, nous posons, puisque sans paix, il n'y aura point de développement. Et la paix commence, ce n'est pas, la grandeur d'une démocratie ne se mesure pas à ce qu'il y ait tout le temps des élections, puisque des élections dont les résultats sont connus d'avance, ce ne sont pas des élections. Donc, nous devons aussi travailler à mettre en place, à créer cette nouvelle génération de l'élite africaine capable de promouvoir la citoyenneté de transformation durable de nos pays. C'est ça l'enjeu. Et ça, les enfants d'Afrique de la diaspora font partie de ces acteurs-là. Et je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les enfants d'Afrique de la diaspora. Parce que c'est 10% du PIB de l'Afrique que ces enfants envoient. 10%. C'est 2 fois l'aide publique au développement. Et ce sont des ressources beaucoup plus stables que les investissements directs étrangers.
Quand un investisseur étranger amène 100 millions en Afrique, il faut savoir que dans quelques années, il va récupérer ces 100 millions, il va continuer à prendre des bénéfices. Nous, quand on envoie 100 millions, c'est pour manger, boire, dormir, se soigner. Donc, ces fonds-là ne ressortent pas. Et c'est pourquoi on dit que c'est beaucoup plus stable pour la balance des paiements et beaucoup plus stable que les investissements étrangers. Et tout le monde sait que l'aide publique au développement s'essouffle. Et quand, dans la terminologie aide, c'est une toute petite partie d'aide parce que tout le reste, ce sont des prêts à des taux extrêmement élevés. Donc, comme l'aide publique au développement s'essouffle, nous devons imaginer, innover, trouver de nouvelles sources de financement de nos pays. Et dans ces nouvelles sources de financement, l'apport de la diaspora est une belle source. Pas forcément les flux que nous envoyons pour manger, mais l'épargne. Puisque la Banque mondiale dit que chaque année, les Africains ici ont déposé environ 50 milliards dans les comptes d'épargne dans les pays du Nord. Donc imaginez si demain, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal lançaient des bons diaspora, l'Ivoirien qui prend 1000 euros, qui met dans un compte d'épargne à la poste, c'est rémunéré à 0,75, qui achète des obligations d'État là-bas en Côte d'Ivoire, 6,5% garantis par la Banque centrale, l'État de Côte d'Ivoire peut se financer à moindre coût parce que ce sont ses enfants qui prêtent. Et c'est ça les obligations diaspora. Et ça fait partie des pistes. Nous appelons en permanence les élites africaines pour imaginer ces solutions-là. Les enfants d'Afrique peuvent financer aujourd'hui le développement de l'Afrique. C'est moins cher que les investisseurs directs étrangers. L'impact, en termes d'impact investing, parce que c'est l'enfant qui investit dans son pays, nous sommes moins averses au risque, puisque moi, si j'ai aujourd'hui de l'argent à investir au Sénégal, qu'il y ait une guerre ou il n'y ait pas de guerre, je vais investir parce que c'est mon pays. Donc le risque, il est faible pour moi. Et ça, ce sont des nouvelles sources de financement que nous devons imaginer. Donc on ne dit pas que tous les problèmes de l'Afrique, c'est le CFA. Non, nous sommes très loin de là. C'est un point parmi tant d'autres. Le risque politique. Nous avons beaucoup de sujets, beaucoup de freins aujourd'hui qui font qu'on ne bouge pas. Et pourtant, nous sommes assis. Vous prenez le cas de la RDC, c'est une catastrophe. On dit que c'est le pays dont le sous-sol est le plus riche au monde. Et en haut, c'est le plus pauvre au monde. Alors, et pourtant, moi je suis de ceux qui pensent qu'un Européen ou un Américain ne réfléchit pas plus qu'un Africain. C'est simplement une question de volonté. Je voudrais rendre hommage au jeune capitaine Thomas Sankara qui, en 2 ans, avait atteint l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso en 2 ans. Et qui disait à l'époque à ses amis, c'est champagne pour quelques-uns ou bien eau potable pour tout le monde. Donc il faut choisir. Et lui, il avait décidé eau potable pour tout le monde. Mais il était très en avance sur son temps. Il était très en avance, ce jeune capitaine, sur son temps. Parce que lui, il y a 30 ans, quand il parlait de libérer la condition de la femme en Afrique pour booster le développement, il était très en avance. Et malheureusement, comme nous l'avions dit tout à l'heure, le problème de l'Afrique aussi, c'est très souvent les Africains. On ne suit pas. Donc, je pense que c'est un combat de génération que nous menons, et c'est l'appel en tout cas que nous lançons aux jeunesses africaines, de leur demander d'accélérer la cadence sur l'éducation, sur la formation. Mandela nous rappelait avec aise que education is the most powerful weapon you can use to change the world. L'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Et Amartya Sen, qui était le prix Nobel d'économie en 1998, avait dit qu'il fallait 2 choses, 2, pas 3, 2, pour faire émerger un coin de la terre, même coupé du reste du monde. La santé, ça permet de vivre longtemps, et l'éducation, ça permet de se dépasser. Et c'est l'éducation qui forme les médecins, puisque c'est à travers l'éducation que le fils du berger du village peut demain devenir le médecin-chef de la région. C'est à travers l'éducation que le fils de la vendeuse de poissons au marché de Mokolo peut demain devenir président de la République. Donc, nous devons accélérer la cadence sur ces questions-là. Et donc, je voudrais vous remercier encore, Président, pour cette opportunité, pour ces échanges extrêmement constructifs et vous dire que nous représentons, nous, ici, la diaspora, l'espoir et l'espérance de tout un continent qui se bat, qui se débat chaque matin, puisque, vous le savez, l'Afrique est riche, les Africains sont pauvres, les gens voient à la télévision de beaux chiffres, on nous amène des aéroports, des ponts, tout ça c'est très bien, sauf que nous sommes encore dans les besoins primaires. L'accès aux 5 services sociaux de base, éducation, santé, eau potable, points de commerce, pistes de production pour les échanges. Cet accès aux 5 services sociaux de base n'est pas optimal dans la majorité de nos pays en Afrique. Donc, avant d'aller
On ne dit pas qu'il ne faut pas construire des infrastructures, ce que nous disons au Sénégal, le TER c'est très bien, mais avant de construire un TER, il faut simplement donner du travail et à boire et de l'eau potable aux populations qui vont voir le TER passer chaque matin. Parce que sinon, un projet de développement qui n'est pas centré sur l'humain n'a aucun sens. Et donc, il ne faut pas simplement faire des choses pour enrichir les amis étrangers, il faut faire des choses pour renforcer les capacités de ces populations pour que chaque personne puisse avoir les intrants nécessaires de préserver sa dignité humaine. Et moi, je pense que la vie n'a de sens que si on impacte sur la vie des autres. C'est ce que je pense et c'est l'appel que nous faisons aux jeunesses africaines, aux populations africaines, aux élites africaines pour leur dire qu'aujourd'hui, qui se souvient ici de Amin Dada dans cette salle? Qui se souvient de Mobutu Sese Seko? Qui se souvient de Jean Bédel Bokassa? Personne. L'histoire ne retient pas leur nom. Il y a des jeunes aujourd'hui en Afrique qui n'ont pas connu le capitaine Thomas Sankara vivant et qui ont le poster de Thomas Sankara dans leur chambre. Et ils continuent encore d'inspirer les jeunesses africaines. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une mention honorable sur les langues de la postérité. Lumumba a fait la même chose. Donc, Kwame Nkrumah, Mandela, le président des États-Unis, allait faire une photo avec Mandela. Donc, parce que tout simplement, Mandela avait compris qu'une vie se doit d'être utile. Il avait tous les moyens pour rester au pouvoir, mais il avait compris que sa mission, c'était de théoriser cette tolérance, cette nation arc-en-ciel, et qu'il ne pouvait pas régler tous les problèmes de l'Afrique du Sud, et il a passé la main. Et c'est ça, un vrai leader. C'est pouvoir impacter sur la vie des gens. Et donc, merci en tout cas, Président, pour ces échanges, et j'ose espérer qu'il y aura encore d'autres thèmes beaucoup plus importants. Bravo et félicitations au Club de la diversité, à toutes les associations africaines pour en tout cas cela, parce qu'il est normal aussi qu'en Afrique, aussi dans la diaspora, qu'on ne parle pas, qu'on ne se regroupe pas juste pour des soirées dansantes ou pour des futilités. Il faut quand même qu'on pense à trouver des solutions pour nos frères là-bas, puisque là-bas, les gens comptent beaucoup sur nous. Ici, bon, nous sommes dans des environnements où on peut dire ce qu'on pense très souvent et qu'on n'attend pas, on n'a pas les renseignements généraux qui nous attendent à la maison. Donc l'Afrique, c'est très difficile, mais sachez que l'avenir de l'Afrique repose sur nos épaules. Pour ma part, c'est en tout cas le combat que je mène, c'est de tout faire pour participer à la conscientisation des masses pour que les jeunesses africaines comprennent que l'avenir et le devenir de notre continent reposent sur leurs épaules et que chaque geste que nous faisons est un geste que nous faisons au-delà de l'Afrique, c'est un geste que nous faisons pour l'humanité. Parce que si demain, les jeunesses africaines trouvent du travail, 300 000 jeunes africains ont franchi la Méditerranée en 2016, 5 000 ont perdu la vie selon les Nations Unies, faisant de l'année 2016 l'année la plus meurtrière pour l'immigration illégale. Si nous avions fixé ces jeunes là-bas, si nous leur avions trouvé du travail là-bas, si ces jeunes-là avaient les possibilités de préserver leur dignité humaine, je ne pense pas qu'ils auraient risqué leur vie à traverser la Méditerranée sur des bateaux de fortune. Et c'est ça l'enjeu, c'est des enjeux de développement. Et comme nous sommes aussi des croyants, nous prions en fonction de notre communauté de prière pour que le Seigneur ou Allah, c'est selon, facilite ces nombreux efforts que nous faisons pour les générations futures. Je vous remercie, Président. Ouf. En tout cas, merci beaucoup. Parce que il y a des choses qu'on a. Enfin, moi personnellement, je ne savais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu normal. Donc, on va peut-être vous accorder la parole. Hein. Je vois qu'il y a Mathis qui souhaite intervenir. Voilà, d'accord. Donc, alors, le micro. Je peux le prendre, hein, on va pas. On est entre nous quand même. Hein. Alors moi, je voulais simplement écouter pour vous remercier. Je vais vraiment remercier le président ainsi que Thierry pour cette belle initiative qui contribue à conscientiser aussi donc la communauté et les diasporas. Et pas que la communauté et les diasporas simplement, hein, je veux dire. Hein. Donc la population dans son ensemble. En tout cas, moi, j'ai aussi appris des choses, puisque c'est pas du tout dans mes domaines de compétences, et je pense qu'ici, on a été très impressionnés, en tout cas, moi, par le discours, je le connais déjà, donc je ne vais pas trop lui jeter des fleurs, parce qu'on va dire que, bon, en plus, parce que c'est mon ami, que je dis que des choses belles sur lui. Et effectivement, donc, je ne me suis pas trompée, et je te remercie aussi, Hervé, d'avoir fait cette conférence.
puisque j'avais déjà entendu débattre donc notre ami Baba Karba qui nous vient de Marseille. Et je voulais quand même vous féliciter aussi sur la qualité de ces échanges, de ces propos. Moi, j'ai aussi beaucoup appris ce que tu disais, Thierry, puisque chacun dans ses domaines de compétences. Et en tout cas, cette initiative, moi, je la salue. Et je voudrais même aller plus loin, Monsieur le Président, puisqu'avec Hervé aussi, qui est aussi un ami avec qui nous échangeons beaucoup, parfois aussi on se dispute, parce qu'on n'a pas souvent baisé ça, mais le débat est là, parce que ce que disait aussi un peu Babacar, ça permet à conscientiser, ça permet aussi à nourrir le débat démocratique. En tout cas, moi, très modestement, de part, puisque je fais partie aussi de cette majorité municipale, en tout cas, moi, j'invite le président ainsi que toute son équipe ici présente pour qu'on puisse aller plus loin dans ce type d'initiative, parce que c'est important pour une première, donc c'est bien, mais je pense qu'on a tous le devoir, en tout cas, donc de pouvoir conscientiser et en plus éduquer et apprendre et donner aussi cette information, passer l'information aussi à la diaspora, et pas qu'à la diaspora aussi, à l'ensemble de la population niçoise riche de sa diversité. Et moi, en tout cas, moi je suis à votre entière disposition pour essayer de travailler avec vous pour que ce débat se fasse à la plus grande échelle et pas simplement contre nous. Et c'est ça, donc aussi, donc tout l'enjeu aussi est là. En tout cas, moi je suis vraiment très fière et j'ai beaucoup appris aujourd'hui, donc je vais pouvoir un peu, j'ai pris des notes et ça ne m'étonne pas, mon cher Babacar. En tout cas, merci d'être venu à Nice et merci à vous. Merci. Bravo pour cette belle initiative. Aujourd'hui,